Voter est un devoir citoyen. Inscrivons-nous sur les listes électorales. Ceci est un message d'Equinox Télévision. Paul Biya doit partir du pouvoir et sa famille doit l'aider à partir le plus tôt possible. Les propos d'une rare virulence d'Aboubacar Ousmane Mey à l'endroit de l'actuel chef de l'État au pouvoir depuis plus de 40 ans. De son côté, Issa Chiroma Bakary lui dénonce un pouvoir affaibli et accaparé par des clans. Pour l'ancien ministre, la procuration permanente de la signature présidentielle démontre suffisamment que Paul Biya ne dirige plus le pays. Ces figures emblématiques des régions septentrionales procèdent désormais par des tirs groupés dans le seul but de provoquer le changement politique tant attendu lors de la prochaine élection présidentielle. Dans l'actualité aussi, encore des représailles pour ceux qui défient le mot d'ordre de Villemonte toujours imposé par les combattants séparatistes anglophones. Lundi dernier, une attaque armée a fait un mort, une dizaine de blessés et au moins 4 véhicules incendiés à l'entrée même de la ville de Boyard. Bonsoir à tous et bienvenue au journal d'Equinox Télévision. Mesdames, Messieurs, merci de nous préférer pour vous informer. En ouverture de ce journal, la nuit du 30 juin 2025 a été marquée par une violente attaque armée au quartier Mile 16, c'est à Boya, dans la région du sud-ouest du Cameroun. Le bilan provisoire fait état d'un mort, plusieurs blessés et au moins 4 véhicules incendiés. D'après des sources locales, cette attaque serait liée au non-respect du mot d'ordre de Villemonte, toujours imposé par les combattants séparatistes anglophones. Le récit d'Innocent Abega et Claudia Essia. Un décès, 4 véhicules complètement calcinés et plusieurs blessés, c'est le bilan d'une attaque perpétrée dans la nuit du 30 juin 2025 aux environs de 20 h à Mile 16, dans la région du sud-ouest, par des présumés combattants séparatistes. Des coups de feu ont retenti pendant plus d'une heure, plongeant tout le quartier dans la terreur. Personne n'osait sortir. La scène se déroulait tout près du centre commercial. La victime décédée est un commerçant connu pour vendre du carburant en face d'un centre commercial très fréquenté de la zone. Selon des témoins, l'homme se trouvait à son point de vente lorsque les hommes armés ont ouvert le feu avant d'incendier plusieurs véhicules stationnés à proximité. Un conducteur de véhicule privé a été également atteint par la balle à la jambe lors de l'attaque. Tous les blessés ont été évacués vers un centre de santé pour les soins. Une attaque qui a sémé la panique dans le quartier. D'après des sources locales, elle serait liée au non-respect du mot d'ordre de Villemonte imposé chaque lundi par les groupes séparatistes. Ces derniers interdisent toute activité économique et sociale pendant la journée sous peine de représailles. Depuis plus de 8 ans, les régions du nord-ouest et du sud-ouest sont plongées dans une profonde crise sociopolitique avec les populations comme principales victimes. Dans la ville de Douala, il y a eu un mort et 2 rescapés dans un éboulement des terrains au quartier Picassez. Les victimes menaient des fouilles dans le cadre de la construction d'un immeuble lorsqu'elles ont été surprises par la terre qui les a tous engloutis. La prompte intervention des personnes présentes aux alentours a juste permis d'extirper les rescapés. Théophile Chouké et Stévian Tepe. Un éboulement de terrain survenu lundi à Pécassède, dans l'arrondissement de Douala 3e, engloutit 3 personnes. 2 sortent de justesse, mais la 3e perd la vie. Selon la nièce du propriétaire, les victimes effectuent des fouilles quand le sol cède. Ils étaient encore en train de creuser les fouilles pour le coulage, pour le mur de soutènement. Et bon, ils ont creusé vraiment, disons qu'ils ont mal creusé.
Ils ont creusé, la terre était suspendue. La terre qui était suspendue, c'est cette terre-là qui s'est écroulée sur... Les habitants du site et du voisinage vivent désormais dans la peur. Ils peinent à croire à la réalité du drame. Cette nuit, j'ai vraiment pas fermé l'œil. J'ai le film de tout ce qui s'est passé en journée et les pluies aussi n'ont pas aidé parce que quand il pleut comme ça, tu te dis que bon, la maison va encore plus se fragiliser et tout va se retrouver au sol. Avant d'entreprendre une quelconque activité de construction, il va d'abord falloir faire des études du terrain, voir si ce terrain est accidenté ou bien en fait. La mairie de Douala 3e affirme avoir sensibilisé les populations sur les dangers des constructions en zone à risque, mais dit parler dans le vide. Fort de tous ces risques, nous avons procédé à un recensement des sites à risque où nous avons formellement interdit toute construction. Mais vous le savez, les mauvaises habitudes à Douala ont la peau très dure et l'incivisme est le propre de l'habitant de la ville de Douala. Ce drame s'ajoute à une longue série d'éboulements à Douala. Logbessou, Oyak, Kolmbon, Mobile Guinness, pour ne citer que ceux-ci. Les autorités appellent au respect des normes de construction, surtout en cette saison pluvieuse, encore bien active. On reste à Douala où la route est un combat quotidien entre travaux interminables, voies coupées et chaussées dévastées. La capitale économique du Cameroun peine à stabiliser son réseau routier. Ce reportage nous plonge au cœur des difficultés liées à la mobilité urbaine, où chaque déplacement devient une rude épreuve. Le grand reportage est signé Théophile Chouke et Hubert Michel Kameni. La ville de Douala s'étouffe. Partout, les chantiers routiers s'étendent, interminables. Sur presque chaque axe, des travaux sont engagés, mais les résultats se font toujours attendre. Ça dérange très bien. Vous voyez là, vous voyez que ça ne dérange pas. Hein? C'est la magie. Premier arrêt dans ce périple, Cité SIC, dans le 5e arrondissement. Cette voie stratégique qui mène à Ange-Raphaël est aujourd'hui coupée. Depuis plusieurs semaines, les travaux paralysent tout. Pour éviter un long détour, les usagers bravent les dangers et tentent de passer coûte que coûte. Même les piétons, nous n'arrivons pas à marcher. Le petit commerce, comme vous voyez, les travaux, tout le monde, on n'arrive pas à vendre. Deuxième escale, Grand Gare à Douala 4e. Ici, le bitume est complètement enlevé. Et ce sont les riverains, longtemps enfermés dans un marécage permanent, qui s'en réjouissent. Nous sommes dans la zone pluvieuse. Au quartier, ça ne donne pas. Il faut en profiter ça maintenant pour arranger la place. Mais l'impatience gagne du terrain. Les travaux perturbent la circulation et le marché de l'autre côté de la route reste inaccessible, même pour les habitants du quartier. L'heure à laquelle nous sortons, on a des difficultés pour entrer au quartier et même nos mamans pour aller au marché. L'accessibilité n'est pas du tout bonne. On a intérêt de refaire ces travaux parce que ça va permettre la fluidité de notre route. Troisième étape, Carrefour Musique. Lieu tristement célèbre pour l'état déplorable de sa chaussée. Les usagers de la nationale numéro 5, ainsi que ceux qui quittent Douala pour la région du sud-ouest, vivent un véritable calvaire. Vous appelez ça quoi? C'est comme si nous avions oublié ici dehors. Ce n'est pas le gouvernement qui fait notre force, c'est nous qui faisons la force. Les petits impôts que nous payons tous les jours. Des nids de poules, non, des cratères béants dignes d'un champ de bataille qui s'étendent à perte de vue. Difficile, voire impossible, pour les automobilistes d'y échapper. Résultat des courses, des bouchons en n'en plus finir. Traverser cette zone devient un exploit. Chaque trajet prend des heures. Un vrai parcours du combattant. Aux heures de pointe alors, c'est même Terminator. De 15h03 à Totan Dobom, si retrouvé à Bekoko, il était 19h09. Il y a un ami qui allait à l'ouest. Il arrivait à Bafang, il m'a appelé, il était 18h35. Parce qu'il m'a appelé au départ qu'il était à Bekoko, il partait à Bafang. Nous étions sur place. J'étais au niveau de Sibek en train de bousculer pour partir. Sur l'ensemble de ces chantiers, pas ou peu d'avancées visibles. Les engins sont à l'arrêt. Sur place, certains techniciens pointent du doigt la forte pluviométrie. Une explication que les usagers excédés rejettent catégoriquement. C'est pas la peine de travailler dans les précédents incidents comme ça. Il y a un moment pour travailler et que ça adhère facilement. Là, c'est du bricole qu'on fait aller aussi. Ça ne peut pas tenir. Cette période-ci se bouscule pour faire des choses parce que les élections sont proches. C'est le ras-le-bol. Une colère qui gronde. Chaque déplacement est devenu une souffrance et l'absence de réponse des autorités
nourrit un profond sentiment d'abandon. À Doukoula, dans l'extrême nord du Cameroun, c'est un quotidien fait de peur et d'incertitude, car les habitants vivent sous la menace constante des groupes armés, prises d'otages, agressions et vols de bétail. L'insécurité mine chaque jour un peu plus la vie de cette communauté. Face à l'urgence, les autorités locales tentent de réagir. Une réunion de crise a été convoquée par le préfet du département du Diamari. Un compte rendu d'Amadou Dairou, Kemazu Matido Sumba et la fleur signée. Dans l'arrondissement de Doukoula, situé dans le département du Diamari, à l'extrême nord du Cameroun, la peur est devenue le quotidien de près de 35 000 habitants. On ne dort même pas. Le village se vide. On arrête un voleur. Le malfaiteur dit que c'est eux qui l'ont envoyé pour venir chercher de quoi manger, le mouton. On a arrêté le gars, on a battu, on a amené à la brigade. Puis après, il est reparti. Maintenant, le village est menacé par ces malfaiteurs. Il y a d'autres même qui ont déjà fui le village. Prise d'otages contre rançon, agression à main armée, vol de bétail, une insécurité grandissante qui bouleverse la vie locale. L'insécurité a commencé ici à Doukoula en 2008, qu'on a commencé à enlever les otages et ça continue. Le mois de juin, là, nous avons enregistré 4 enlèvements. Et chaque personne enlevée, on lui demande une rançon de 10 millions. Donc l'insécurité là règne plus que dans les autres arrondissements. Il est devenu difficile de cultiver la terre en toute sérénité. Les travaux champêtres, principales sources de revenus de la population, sont gravement compromis. Les malfrats, ils sont informés. Ils sont avec la population, il y a des complicités dans les villages. Face à cette urgence, le préfet du Diamari, Jean-Marc Ekwambarga, a convoqué une réunion de crise. Autour de la table, les 9 préfets du département, les forces de défense et de sécurité ainsi que les autorités traditionnelles et municipales. Nous sommes donc venus rassurer les populations de l'arrondissement de Doukoula qu'elles ne sont pas seules. Le gouvernement prendra toutes les dispositions qui s'imposent pour mettre hors d'état de nuire tous ces malfrats. Dans les tout prochains jours, il y aura des dispositions appropriées qui vont mettre un terme à ce phénomène dans l'arrondissement de Doukoula. Les habitants de Doukoula espèrent en urgence le renforcement des effectifs de gendarmerie pour appuyer les comités de vigilance de plus en plus impuissants face à des groupes lourdement armés. On ouvre à présent la page politique de ce journal. Paul Biya doit quitter le pouvoir avant qu'il ne soit trop tard pour lui. Aboubakar Ousmane Meh, une des figures politiques émergentes du septentrion camerounais, a tenu des propos d'une rare virulence à l'endroit du président Paul Biya et de son régime à quelques mois de l'élection présidentielle. L'homme politique sans embâche a appelé le chef de l'État à quitter le pouvoir, allant jusqu'à inviter sa famille à l'aider à partir le plus tôt possible. Eric Watat et Pierre Lavedjomban. Pour Aboubakar Ousmane Meh, le moment est venu de libérer le pouvoir et de permettre une nouvelle ère politique au Cameroun. Qu'il le veut ou non, il partira. Et ça, j'en prends l'engagement devant vous. Il partira. Je ne voudrais pas courir plus vite que la musique, mais nous sommes, je peux vous certifier, nous sommes à peu près à 80%. Invité de la prestigieuse émission La Vérité en face sur Equinox Télévision, le natif du Logon-et-Chari n'est pas allé sur le dos de la cuillère. Dans ses déclarations, l'orateur s'est également adressé aux hommes en tenue. Une mise en garde claire contre toute tentative d'ingérence militaire dans le processus électoral ou les luttes politiques à venir. L'une des affirmations les plus percutantes d'Aboubakar Ousmane Meh concerne la mobilisation du Grand Nord. Coactionnaire du régime, si on peut le dire ainsi, le ministre d'État Bello, le ministre Chiroma, qui étaient ses proches collaborateurs en termes politiques bien sûr, ont décidé de le lâcher parce qu'il y a plusieurs éléments dont sûrement ils ont parlé mais qu'il n'a pas pu honorer. Laissant entendre une montée en puissance de cette région historiquement marginalisée mais politiquement stratégique. Aboubakar Ousmane Meh n'a pas épargné les gouverneurs, préfets et sous-préfets, les exhortant à se tenir loin des affaires politiques et à ne plus se laisser entraîner par les gens du RDPC. Fin de citation. Vous avez les 10 gouverneurs qui sont à la retraite qui sont là. Les 10 gouverneurs. Je ne sais pas combien de préfets sont à la retraite, mais sont là. Donc l'autorité administrative
elle est corrompue jusqu'aux chaussettes. Elle est là pour faire le job. Le ton employé par Aboubakar Ousmane Mey, le choix de mots et les menaces à peine voilées sonnent comme une alerte à une classe dirigeante contestée, à un pouvoir vieillissant, mais aussi à une opposition qui semble vouloir en découdre par tous les moyens. Et de son côté, Issa Chiroma Bakari dénonce un pouvoir affaibli et accaparé par des clans. Des signes forts selon l'ancien ministre de la fin du règne du régime en place. Dans un entretien accordé à un média étranger, il critique sévèrement la gouvernance actuelle en accusant le président Paul Biya de gouverner désormais par procuration, d'où sa décision de briguer la magistrature suprême. Le reportage de Kemazou Maltidor Somba et Gladys Sidier Babadia. Issa Chiroma Bakari, président du FSNC et ancien ministre, rejoint désormais le camp de l'opposition qui alerte depuis des années sur les signes de l'essoufflement du régime Biya. Il cite l'âge avancé du chef de l'État qu'il estime incompatible avec la gestion du pays, ainsi que l'absence prolongée de conseil de ministres, symbole d'un pouvoir affaibli. Aujourd'hui, malheureusement, le président de la République est atteint par l'âge. Il n'a plus le pouvoir physique avec ses contraintes, ses exigences. Il n'a plus la force pour exercer. Donc, lui au pouvoir aujourd'hui, en vérité, ce n'est pas lui qui gouverne. Par exemple, le chef de l'État qui préside aux destinées de notre nation, qui veille à ce que toutes les institutions se déroulent normalement, n'a pas organisé un seul conseil de ministres. Il condamne par ailleurs l'opacité entourant l'assassinat du journaliste Martinez Zogo ainsi que la lenteur des procédures judiciaires qui s'en sont suivies. Nous observons également qu'il y a ce journaliste qui a été assassiné, victime d'une conspiration. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de suite. Nous qui étions ses collaborateurs, on s'interroge. Qu'est-ce qui explique cette distance vis-à-vis du pouvoir? Issa Chiroma Bakari fustige un président de plus en plus éloigné de son peuple, ayant abandonné le pouvoir à deux camps rivaux qui s'affrontent pour sa succession. Le gouvernement est aujourd'hui un instrument au service de puissances occultes. Il y a un clan qui appartient à telle famille, à telle caste, et l'autre clan qui appartient aussi à telle autre famille, à telle enseigne que ce pouvoir relevant de la souveraineté du peuple se trouve donc accaparé par ces deux groupes qui se battent pour le triomphe de leurs intérêts, mais surtout qui se battent dans la perspective du changement du chef de l'État à la tête de la nation. Il estime que le silence et l'effacement de Paul Biya traduisent un véritable syndrome de fin de règne, ce qui l'a d'ailleurs conduit à quitter le gouvernement afin de briguer la magistrature suprême. Dans ce journal, on s'intéresse à une figure discrète mais incontournable de la scène politique camerounaise. Bello Bouba Maïgari incarne plus de 50 ans d'engagement politique de la haute administration sous Ahidjo et à une longue série de fonctions ministérielles sous Paul Biya. Le président national de l'UNDP, contre toute attente, annonce sa candidature à la présidentielle de 2025. La biographie d'un homme politique capable de traverser des régimes sans jamais renier totalement ni le pouvoir ni ses ambitions. Un portrait dressé par Pascal Tanki. À 77 ans, Bello Bouba Maïgari s'invite une nouvelle fois dans l'arène politique camerounaise. L'homme discret mais constant incarne plus de 5 décennies du paysage politique national entre fidélité, stratégie et résilience. Né en 1947 à Bachéo, dans le nord du Cameroun, Bello Bouba entre très tôt dans les hautes sphères de l'administration. Formé dans les grandes écoles d'administration au Cameroun et en France, il gravit rapidement les échelons sous la présidence d'Amadou Ahidjo. Il devient secrétaire général du ministère des Forces armées, puis secrétaire général adjoint à la présidence de la République. À l'arrivée de Paul Biya à la tête du pays en novembre 1982, sa trajectoire prend une nouvelle tournure. Nommé Premier ministre en novembre 1983, il est cependant évincé moins d'un an plus tard, à la suite du coup d'État manqué d'avril 1984. Soupçonné sans jamais être inquiété, il choisit l'exil et devient alors depuis l'étranger un symbole silencieux de l'opposition à un régime en pleine consolidation. La libéralisation politique des années 1990 ouvre un nouveau chapitre. Bello Bouba fonde l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, UNDP, officiellement légalisée en 1991. Dès son retour d'exil en juin 1991, il est élu président national lors du congrès de Garoua en janvier 1992 et devient député en mars de la même année.
Lors de la présidentielle d'octobre 1992, il est classé 3e avec 19% des suffrages, derrière Paul Biya et John Fruidi. Ce score le positionne comme une force politique majeure, notamment dans le Septentrion, où il apparaît comme un contrepoids à la poussée du SDF. En 1997, c'est le début de la collaboration avec le RDPC. Il entre ainsi dans le gouvernement, une décision qui divise profondément. Pour certains, il trahit l'opposition, mais pour lui, il s'agit d'un choix de responsabilité au service de la stabilité et du développement. Pendant plus de 25 ans, Bello Bouba Maïgari occupe sans interruption plusieurs ministères, commerce, poste et télécommunications, transport, puis tourisme et loisirs jusqu'en juin 2024. Une longévité exceptionnelle dans un gouvernement où les changements sont fréquents. En annonçant sa candidature à la présidentielle d'octobre prochain, Bello Bouba Maïgari se positionne comme l'un des visages les plus marquants de l'histoire politique du Cameroun. Paul Biya doit-il réaménager son gouvernement? La question se pose aujourd'hui au regard de ces récentes démissions observées au sein du gouvernement. Si les affaires courantes peuvent être gérées dans certains ministères, il n'en demeure pas moins vrai que l'efficacité gouvernementale prend un sérieux coup. Jean-Paul Mboyo et Jérès Dioupa. La démission du désormais ex-ministre d'État Bello Bouba Maïgari et celle de Issa Tiroma Bakari au sein du gouvernement portent à 7 la série de départs des ministres du gouvernement ayant quitté l'exécutif, soit du fait volontaire ou de décès enregistré depuis l'élection du président de la République Paul Biya en 2018. Un chiffre considérable qui interroge sur l'urgence d'un réaménagement ministériel au vu des charges importantes laissées à la gestion des affaires courantes et qui amenuisent la qualité de la gouvernance et son impact direct sur les citoyens. Même si la Constitution n'impose pas au président de la République un timing pour aménager ou pour réaménager le gouvernement, avec ces absences, avec ces décès criards, on espère que le président de la République pourrait combler ces postes en faisant normalement un remaniement ministériel pour rechercher l'efficacité de l'action gouvernementale et surtout l'amélioration des conditions de vie des citoyens. En analysant la situation sociopolitique actuelle, le professeur Louison Issomba relève qu'à 4 mois de l'élection présidentielle, les Camerounais restent asphyxiés dans leur quotidien par tant de problèmes qui suscitent chez eux un sentiment d'abandon. Et de ce fait, le réaménagement ministériel intervient comme un moyen pour sortir de cette léthargie. Nous sommes aujourd'hui dans des problèmes. Le Cameroun a un manque d'eau, d'électricité, ainsi de suite, des infrastructures routières qui se posent avec acuité. On a eu des décès, on a eu des démissions. Je pense que pour ne pas laisser le gouvernement à vide, il serait idoine et idéal pour le chef de l'État de pouvoir justement procéder à un réaménagement gouvernemental. En rappel, cette mandature du président Paul Biya est la première du genre à enregistrer autant de départs de ministres du gouvernement, mettant à rude épreuve l'efficacité de l'administration. Le curé de la paroisse Saint-Jean-Paul II de Banengo à Bafoussam décrypte l'actualité politique du Cameroun marquée par des démissions dans le gouvernement. L'abbé Richard Sanjong y voit des signes d'un changement inévitable après plus de 40 ans d'un système politique qui a fini par laisser tomber le peuple dans la léthargie. On ne s'amuse pas avec les enfants de Dieu, tôt ou tard il va réagir, a déclaré le curé au micro de nos reporters Robert Kenyé et Vivien Tonfac. Comme la plupart des Camerounais, le curé de la paroisse Saint-Jean-Paul II de Banengo à Bafoussam suit avec une attention soutenue l'actualité politique de son pays, marquée ces derniers jours par les démissions de plusieurs membres du gouvernement parmi lesquels Issa Tiroma Bakari. Pour le prélat, il s'agit de la manifestation de l'Esprit Saint prédit par certains hommes de Dieu. Nos pères évêques ont parlé, ils ont écrit pour éclairer le peuple, tout le Cameroun sur la situation qui prévaut pour le moment. Ce que nous voyons, ce n'est pas étrange. Le jour de la Pentecôte, nous avons dit que ceux qui ont l'intention de prendre le pays en otage seront dispersés par l'Esprit Saint. Alors que des analystes voient en ces démissions des stratagèmes politiques ficelés mis en œuvre par le pouvoir en place, l'abbé Alphonse Richard Sanjong rassure de l'inévitable sentence divine, si tel était le cas. On ne joue pas avec Dieu. On ne jongle pas avec Dieu, n'est-ce pas? Dieu connaît tout. Il voit une fourmi noire dans la nuit noire sur une pierre noire. Quand vous voulez jongler avec Dieu, il vous coince. Il vous prend entre le marteau et l'enclume. Inutile de jouer. Donc, si des gens s'asseyent pour monter des coups, pour jouer avec Dieu, ils s'attendent au tsunami. Le responsable de la communication du diocèse de Bafoussam
ne voit aucun mal au fait que certains Camerounais demandent à l'actuel chef de l'État d'aller se reposer après plus de 60 années passées dans les hautes sphères de la République, dont 43 à la magistrature suprême. Le livre de l'Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour travailler et un temps pour se reposer. Si pendant le temps qu'il fallait travailler, on n'a pas travaillé, ce n'est pas pendant le temps de repos qu'on pourra travailler. L'abbé Richard Alphonse Sanjong exhorte les chrétiens de suivre l'actualité politique à l'approche de l'élection présidentielle avec beaucoup de lucidité. Voilà qui referme la page politique de ce journal. Dans le reste de l'actualité, à présent, la deuxième session du comité de pilotage de politique monétaire de la BEAC pour l'année 2025 vient de faire le constat d'une possible baisse du taux d'inflation, tandis que le taux de croissance, lui, est annoncé en légère hausse. Au regard de cet état de lieu, la BEAC a décidé de maintenir inchangés ses taux directeurs. Le compte rendu de cette session avec Élisée Bogba et Guizogo. Une tendance baissière à la fois pour ce qui est du taux de croissance et de l'inflation dans la zone CEMAC. C'est le constat que vient de faire le comité de politique monétaire de la BEAC réuni à Yaoundé. Un ralentissement de la croissance économique à 2,4% contre 2,9% en 2024. Un recul de l'inflation qui tiendrait en moyenne annuelle autour de 2,8% contre 4,1% l'année dernière. Analysant encore les paramètres macroéconomiques, la BEAC souligne une augmentation de la masse monétaire tandis que les réserves de change subissent, elles, une légère baisse. Il est relevé une progression de 10,7% à 23 209,5 milliards. S'agissant des réserves de change, il faut ici relever un niveau permettant de couvrir jusqu'à 4,51 mois d'importation de biens et de services en 2025 contre 4,67 mois d'importation en 2024. Au regard de ces éléments d'appréciation, le comité de politique monétaire a décidé de garder inchangés les taux directeurs de la BEAC. Le comité de politique monétaire a décidé de maintenir inchangé le taux d'intérêt des appels d'offres à 4,5%, le taux de la facilité de prêt marginal à 6%, le taux de la facilité de dépôt à 0%. Le comité de politique monétaire de la BEAC rendra ses prochaines prévisions monétaires en septembre. Et hors des frontières du Cameroun en Guinée équatoriale, en Guinée-Conakry, la future constitution du pays prévoit un mandat présidentiel de 5 ans, renouvelable une seule fois. Et en Guinée équatoriale, Balthazar Ebang, connu pour ses vidéos compromettantes, a comparu devant le tribunal de Malabo pour détournement des fonds publics. Il risque jusqu'à 18 ans de prison pour corruption et d'autres délits. Esther Manuela Anon et Kemazu Matido Sumba signent la mouture internationale. Balthazar Ebang a comparu devant la justice équato-guinéenne accompagné de plusieurs collaborateurs, dont certaines femmes. Il est poursuivi pour détournement de fonds publics destinés à des projets étatiques à Malabo. Les premières images de l'audience ont été diffusées lundi 30 juin 2025. Sa notoriété est due à la diffusion sur les réseaux sociaux de centaines de vidéos compromettantes le montrant avec plusieurs femmes, dont certaines collègues du gouvernement. Le président équato-guinéen Théodore Obiang, qui est son oncle, a promulgué le décret numéro 118 le 8 novembre 2024, ordonnant sa destitution de directeur général de l'Agence nationale d'enquête financière et l'ouverture d'une enquête pénale. Balthazar Ebang risque jusqu'à 18 ans de prison pour corruption et d'autres délits.
En Côte d'Ivoire, Gala Kolebi, sociologue et responsable de la communication du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, en abrégé PPACI de Laurent Gbagbo, a été condamné lundi 30 juin 2025 à 18 mois de prison par le tribunal d'Abidjan. Les accusations portées contre lui concernaient la diffusion de fausses informations susceptibles de discréditer les institutions et de troubler l'ordre public après les publications sur les réseaux sociaux concernant des violences contre des prisonniers. Cette condamnation intervient dans un contexte politique tendu à l'approche de l'élection présidentielle prévue pour le 25 octobre prochain en Côte d'Ivoire. En Guinée-Conakry, le président du Conseil national de la transition guinéenne a annoncé lors d'une conférence de presse dimanche 29 juin que le mandat présidentiel en Guinée passera de 5 à 7 ans, renouvelable une fois, selon le projet de nouvelle constitution. Cette proposition a été justifiée par la nécessité de stabilité et de développement à long terme, ainsi que pour réduire les coûts liés aux élections présidentielles, estimés à plus de 500 milliards de francs guinéens par scrutin. Les principales dispositions du projet de constitution incluent également l'éligibilité de Mamadi Doumbouya. Le président de la transition pourrait se présenter à la prochaine élection présidentielle, malgré les engagements initiaux de la charte de transition qui l'excluait de la course. Face à la pression démographique dont est sujette la ville de Douala, les autorités cherchent des solutions via un projet d'aménagement conduit par la Maïture. Un projet adopté par l'État pour résoudre les difficultés dont sont victimes les habitants de la capitale économique, nommément les problèmes d'électricité, d'eau, de routes enclavées et bien d'autres. Voyons tout cela dans ce publi-reportage. À Douala, les files de véhicules s'allongent, les quartiers débordent, les infrastructures suffoquent. Une ville qui croule sous le poids de sa propre croissance. Face à cette pression démographique, les autorités cherchent des solutions. Massoumou Diom, situé à 40 km de Douala, cette zone est au cœur d'un vaste projet d'aménagement conduit par la Maïture. En particulier dans la ville de Douala, il y a énormément de difficultés que les gens éprouvent à trouver des cadres de vie, c'est-à-dire des parcelles aménagées et sur lesquelles réaliser un projet. Il s'agit d'un projet qui est situé dans le département du Nkam, dans l'arrondissement de Yabassi, mais qui a effectivement une influence sur la ville de Douala. Le projet s'étend sur une superficie totale de 7700 hectares. C'est un projet qui a été adopté par l'État et qui est connu à toutes les instances principales de l'État, aussi bien centrales que locales. C'est un projet qui est très attendu pour un département qui est très enclavé. Et nous espérons vraiment que ça va changer la phase de Nkam en ce qui concerne le développement social. En dehors des zones d'habitation connues, il y a des zones de production agricole, industrielle, des zones de loisirs dont le rayonnement déborde largement les limites même de Massoumou Diom. Ils pourront trouver toutes les facilités, aussi bien en matière d'équipement, donc l'eau, l'électricité, les réseaux d'assainissement, y compris l'assainissement des eaux usées. La ville nouvelle de Massoumou Diom se trouve dans un endroit où arrive l'autoroute Douala-Yaoundé. On parle de mobilité, système de transport qui permet de rallier très rapidement la ville de Douala, aussi bien par voie terrestre que par voie fluviale. Toutes les parcelles disposent déjà d'un schéma d'aménagement et d'un schéma de mise en valeur. On a des lots pour habitat qui vont de 250 mètres carrés à 1000. Nous avons également des lots pour les promoteurs économiques qui vont de 1000 à 2000, on va jusqu'à 6000 mètres carrés. Évidemment, il y a également des offres pour les promoteurs agro-pastoraux, pour les équipements, les promoteurs immobiliers, les équipements publics de type scolaire, sanitaire et religieux. Toute cette zone et même les lotissements qu'on va faire, les structures ont déjà le titre foncier. Massoumou Diom, construisons un idéal de ville, un idéal de vie. Maïture, la sécurité foncière.
En partenariat avec la mairie de Douala 4e, Orange Cameroun a offert une bonne fontaine d'eau potable au quartier bilingue de Bonabéry. L'inauguration de cette infrastructure a rassemblé les autorités administratives et traditionnelles. Voyons tout cela dans ce public reportage. Voilà qui est coupé donc. La mairie de Douala 4e et Orange Money Cameroun ont uni leurs efforts pour offrir une nouvelle fontaine moderne au quartier bilingue de Bonabéry, répondant ainsi aux besoins en eau potable des habitants. Consciente des difficultés d'accès à l'eau dans cette localité, la mairie a sollicité l'appui d'Orange Money pour réaliser ce projet. Ce forage est le premier d'une vingtaine de forages qui est à venir. Et nous avons demandé l'aide d'Orange Money qui nous a aidés à réaliser ce forage. Et nous profitons de l'occasion pour leur demander de nous accompagner également pour les autres forages qui sont en cours d'inauguration. Nous remercions la mairie de Douala 4e de nous avoir permis d'aider les populations avec lesquelles nous sommes bango-bango. Il faut dire que tout commence par un partenariat avec la mairie de Douala 4e qui nous permet de les accompagner au quotidien et d'accompagner les populations, surtout pour des projets aussi sains, on va dire aussi purs que de l'eau potable, qui permettent ainsi aux hommes et aux femmes de ce quartier de pouvoir profiter de cette eau gratuitement et de pouvoir vaquer à leurs occupations de façon saine. Nous sommes aux anges parce que le premier point que nous avons eu ici, toujours en forage, n'a pas été tellement fructueux. Mais celui-ci, avant qu'on l'inaugure, l'eau se consommait déjà. Et vous voyez tout à l'heure, nous l'avons consommé sans hésiter. Ça veut dire que nous sommes ravis. Nous sommes contents de Orange Money et plus particulièrement de Monsieur le maire qui a su faire toutes ces démarches pour que nous obtenions ce point d'eau. Cette fontaine est équipée d'un château de 4 mètres, de 2 robinets avec alimentation attenante et peut approvisionner environ 30 000 habitants. Un comité local sera chargé de son entretien et a reçu d'Orange Money un kit de propreté lors de la cérémonie d'inauguration. Par ailleurs, des conseils ont été prodigués aux populations pour les inciter à garder l'espace propre. Faites-en bon usage. Merci beaucoup. Monsieur le maire a choisi le quartier bilingue. Moi, en tant que coordonnateur de quartier bilingue nouvellement installé, je dis merci. On vient de me remettre le matériel. Je suis convaincu, je veux tout faire pour que le point d'eau soit toujours propre. Cette initiative a été saluée par le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 4e, représenté par son adjoint. Les choses promues, choses dues. Donc c'est l'occasion pour nous d'adresser nos félicitations au prestataire pour tout le sérieux qu'il a accordé à ce projet. C'est également le lieu pour nous d'adresser nos remerciements à l'entreprise Orange Money Cameroun qui nous a permis d'avoir ce chef-d'œuvre. Pour Orange Money, cette réalisation réaffirme son engagement dans la responsabilité sociétale des entreprises et son rôle de leader dans le développement humain. Grâce à cette collaboration, le quartier bilingue de Bonabéry peut désormais rayer l'approvisionnement en eau potable de sa liste de problèmes. Il revient maintenant aux populations de faire bon usage de cette ressource. Et voilà qui met un thème à ce grand format de l'actualité. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, Equinoxois, deuxième partie avec Serge Alonto et ses invités pour le débrief du journal. Bonsoir Serge. Bonsoir Eric Godomala. Une seule question, Paul Biya doit-il réaménager son gouvernement? La démission d'Issa Chiroma Bakary, couplée à celle du désormais ex-ministre d'État Bello Bouba Maïgari, rallonge à 7 le nombre de départs au sein du gouvernement de cette mandature. Si les affaires courantes peuvent être gérées dans certains ministères, il n'en demeure pas moins vrai que l'efficacité gouvernementale prend un sérieux coup, Serge Alain. Voilà, c'est donc l'essentiel qui nous soit. Deuxième partie, bonne soirée à vous, Eric Godomala. Bonne soirée, Serge Alain. La suite, c'est un plateau en compagnie de nos invités, Dylan Yowa, voilà, François Xavier Yondikam et bienvenue à Bama. Le maire Carlos Ngolem. Mais le problème demeure pour le RDPC. Il n'y a pas aucun texte qui dit que le président doit remanier. Il parle même d'une semaine, 2 semaines, selon votre convenance. Avant de répondre à votre question,
Permettez-moi de rebondir sur ce qui a été dit avant qu'on aille à la pause pour le journal par le représentant du RDPC sur ce plateau, qui a prétendu que le chef de l'État pouvait déléguer certains de ses pouvoirs jusqu'à la nomination des membres du gouvernement par délégation de pouvoir. Moi, je m'inscris en faux contre ça. C'est un texte. Je crois que à la pause, j'ai essayé de revisiter notre loi fondamentale, notamment la Constitution de notre pays, qui prévoit en l'article 8, alinéa 9, que le président de la République nomme les membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions. Ça veut dire que il n'y a pas un texte particulier au Cameroun qui permet au président de la République de déléguer le pouvoir de nomination d'un autre membre du gouvernement au Premier ministre. Puisque lorsque vous allez plus loin à l'article 10, alinéa 3... 2, d'abord le 2. Sois honnête de lire le 2. Alinéa 2. Vous n'êtes pas directeur de ma conscience. C'est pour la gouverne des téléspectateurs. Non. L'article 10, alinéa 2, s'il veut, je pourrais revenir sur cet alinéa dont il parle. Mais l'alinéa 3 parle plutôt d'un empêchement provisoire du président de la République qui permet au Premier ministre d'exercer certaines de ses prérogatives. Mais on ne dit pas lesquelles. Donc, moi je pense que nous ne devons pas jouer avec les mots. Nous ne devons pas jouer avec les mots parce que la Constitution du Cameroun ne peut pas donner la possibilité à un président de la République de déléguer la nomination d'un autre membre du gouvernement. Parce que les membres du gouvernement qui sont remplacés aujourd'hui par des intérimaires ont été nommés par un décret du président de la République. Ne serait-ce que par principe de parallélisme des formes, il faudrait un autre décret pour les remplacer. Ne serait-ce que par ce principe-là. Et on a l'habitude de voir dans ce pays, lorsqu'il y a eu par exemple l'opération Épervier dans ce pays, où des ministres étaient arrêtés, le lendemain matin, il y avait un réaménagement technique du gouvernement qui procédait à leur remplacement. Ça, c'est lorsque le président de la République avait encore la plénitude de la gestion des affaires du pays. Et or, aujourd'hui, on constate quoi depuis 2018? Je l'ai dit tout à l'heure, nous assistons à un gré à gré où on a donné le pouvoir à une personne, mais il a délégué la plénitude de ces pouvoirs-là à une autre personne qui s'appelle secrétaire général de la présidence de la République. Pour revenir sur le deuxième point qu'il a évoqué tout à l'heure, parce que je n'ai pas pu rebondir sur ce point, parce que compte tenu du programme de l'émission, il a semblé remettre en question, la crédibilité de l'acte politique de démission et de déclaration de candidature qui ont été posés par le ministre Chiroma. Du tout. Je voudrais dire ici que le ministre Chiroma est un ancien prisonnier politique. Et il ne faut pas confondre un compromis politique avec de la compromission. Il faut savoir que après le coup d'État du 6 avril 1984 dans ce pays, tout le système politique et social des élites du Grand Nord a été complètement détruit. Bello Bouba Maïgari, dont on parle aujourd'hui, était contraint à l'exil au Nigeria pendant que Chiroma était en prison. Je pense que lorsque, à l'orée des années 90, il a fallu amnistier tous ces gens-là, ils ont accepté un certain nombre de compromis, dont par exemple l'entrée dans un gouvernement qui ne remet pas en question leur combat politique pour l'avènement d'une véritable démocratie ou bien d'une alternance dans notre pays. Et il faut dire que ces gens-là n'ont jamais signé une fusion avec le RDPC. L'UNDP n'a jamais fusionné avec le RDPC au point de dire que Bello Bouba et ses militants soient totalement obligés de faire ce que le RDPC demande. Même chose pour Chiroma. Or, en politique, lorsque vous faites une alliance avec quelqu'un, c'est pour une circonstance donnée. Après, lorsque les accords ne sont pas respectés, vous pouvez invoquer votre clause de conscience et vous vous retirez. Et je pense que c'est ce qui a été fait par Chiroma et ce qui a été fait par Bello. Ce que je voudrais saluer, par contre, dans ce que j'ai constaté,
c'est que M. Chiroma a dit que lui, il souhaite que le pays change. Parce que le premier point de sa déclaration, c'est que le pouvoir doit revenir au peuple. Ça veut dire qu'il s'est rangé résolument du côté de l'opposition pour que ce pays change. Et il a lancé un appel aux forces du changement pour qu'ensemble, il n'a pas dit qu'il est fondamentalement candidat et que s'il n'est pas candidat, il ne va pas batailler. Il a dit qu'il souhaite que les forces du changement se mettent ensemble pour que ce pays change. Même chose pour Bello Bouba Magari. Et je crois que, et ça vous le savez comme moi, que depuis environ 7 ans, il y a des forces d'opposition qui travaillent sur le terrain. Et je pense que ces forces d'opposition qui travaillent ne peuvent pas rejeter ces deux frères qui rejoignent leur maison. Parce que Chiroma a toujours été du côté de l'opposition. Okay. Il est allé du côté du pouvoir pour essayer de faire ce qu'il a fait. Aujourd'hui, il se rend compte que les accords n'ont pas été respectés. Il a décidé de revenir dans la maison. Nous l'accueillons. Oh, voilà, aujourd'hui on parle de ceux-là qui sont partis. Pourquoi? Est-ce qu'ils seront remplacés? Parmi eux, il y a un ministre d'État, Dylan Yowa. Monsieur Serge Alain, le ministre d'État, ministre du Tourisme, l'ex-ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs, monsieur Bello Bouba Marguerite, l'ex-ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Issa Tiroma Bakari, ont servi ce gouvernement. Ce pays. Ce gouvernement, ce pays, oui, si vous voulez bien. Mais ce que il faut que nous tous nous sachions est que si aujourd'hui le Cameroun est tombé bas, très bas même, ils sont complices. Oui, ils sont complices de ce déclin. Ils sont complices de cette chute du Cameroun. Si aujourd'hui il y a fuite des cerveaux... Non, ce soir on ne fait pas le procès. Non, nous ne faisons pas de procès. Nous ne faisons pas de procès. Sur le réaménagement du gouvernement. Est-ce que c'est possible, à quelques mois de la présidentielle? Parmi ceux qui sont partis, il y a un ministre d'État. Voilà ma question. À quelques mois de la présidentielle, je dirais c'est possible. C'est possible de sortir par la grande porte ou bien de libérer le pouvoir d'une bonne manière, en laissant peut-être, en permettant aux Camerounais de jouir peut-être de quelques derniers mois qu'il leur reste à faire dans ce gouvernement. Mais n'oublions pas aussi que tous qui ont participé à cela vont rendre compte au peuple. Tous. J'ai entendu dire tout à l'heure là qu'on va les accepter, ce sont des frères. Oui, on doit les accepter, nous ne refusons pas. Après tout, ils sont Camerounais. Ils sont Camerounais, même si c'est à 78 ans et 75 ans que quelqu'un constate que le pays est mal gouverné. Même si c'est après avoir servi le gouvernement pendant des années, que le pays, pendant des années, qu'on va constater que ça ne fonctionne pas, le pays n'est pas gouverné, on va les accepter, mais avant de les accepter, ils vont rendre compte. Ils vont rendre compte au peuple comme tous leurs camarades. Même s'ils ont fait des alliances, même s'ils ont fait quoi, je pense que nous sommes déjà à la fin. Les Camerounais sont fatigués. Nous ne voulons plus entendre que des jeunes sont allés mourir au désert parce qu'ils cherchaient à traverser pour aller chercher le bonheur ailleurs. Pourquoi ne pas créer ce bonheur ici? Pourquoi? À quoi c'est le ministère des petites et moyennes entreprises si on ne peut pas accompagner le projet des jeunes? À quoi nous servent tous ces ministères de la fonction publique, de la réforme administrative, de ceci, cela? Pourquoi est-ce qu'au Cameroun, avoir un emploi va être difficile? C'est pour cela que nous mourons au désert. C'est pour cela que nos frères sont vendus dans ces pays arabes. Aujourd'hui, ils sont chrétiens, ils sont esclaves sexuels. Aujourd'hui, ils sont ligotés. Aussi. Pourquoi? Il faut que tout ça s'arrête. Tous doivent partir. Tous doivent être balayés. Nous ne voulons plus. Un Camerounais doit être à l'aise dans son pays. Il doit se sentir à l'aise dans son pays. Un gouvernement doit assurer la protection de son peuple. Un gouvernement doit assurer que son peuple se soigne. Oui, dans un État qui se dit État, dans un gouvernement qui se dit gouvernement, la santé des populations préoccupe. On ne va pas donner le financement pour soigner les populations contre le virus le coronavirus, et des ministres mettent ça dans leur compte privé. Ça ne se fait pas. Le remaniement est bien possible. Oui, nous voulons ce remaniement, mais rendons compte. Voilà, d'abord François Xavier, on a suivi le ministre Chiroma lorsqu'il parle de ces camps qui s'affrontent. Oui.
vous pensez, vous avez même dit qu'on a tenté à plusieurs reprises de... Est-ce que c'est donc possible? Je continue d'insister sur la... Je vais quand même dire qu'il y a un ministre d'État. Est-ce qu'on va... Ça va se faire aussi? Ça peut se faire aussi, comme pour le ministre Chiroma? Oui. C'est-à-dire un communiqué du secrétaire général des services du Premier ministre, les hautes instructions du président de la République, le Premier ministre ce sera la même formulation quand on voit, ministre d'État. Quand on voit l'attitude de M. Grégoire Ouna et même de M. Jacques Famdongo, j'ai bien peur que ça se passe exactement de la même façon, parce qu'ils ont tendance à banaliser le poids, à la fois le poids politique et le rôle que jouaient ses alliés au sein du gouvernement. Et je crois que ça, c'est pour répondre à mon jeune frère. Il faut se garder d'être aussi péremptoire quand il s'agit de ministres, de gens, de personnalités politiques qui ont quand même un poids politique important, qui ont une assise. Donc, quand ils décident comme ça de se ranger du côté des forces du changement, il faut se garder des déclarations péremptoires du Pourquoi genre. Maintenant non, là n'est pas. C'est une question. Maintenant Non, c'est une question. C'est ce que nous voulons savoir aussi. En fait, la question du timing peut être débattue. Mais de manière péremptoire, il ne faut pas les exclure. Et c'est là où Carlos disait, on doit créer, cette dissidence doit avoir une incidence. L'incidence, c'est la création, l'enrichissement de la dynamique du changement. On ne les rejette pas, mais ils doivent rendre compte. C'était une parenthèse, je ne veux pas engager. Ils doivent rendre compte. C'était une parenthèse. Maintenant, moi, je voudrais revenir donc sur cette banalisation et sur ce jeu clientéliste, si ce n'est le clientélisme même au cœur de l'État. Vous avez vu leur façon de réagir, c'est de dire, nous avons d'autres élites. Nous avons d'autres élites qui pourront faire l'affaire. Ils ont même, j'ai entendu l'un des ministres citer le président de l'Assemblée nationale, personne ne vous dit qu'à l'extrême nord actuellement, vous avez 4000 enfants qui sont en situation de malnutrition aiguë. Ils ne vont pas vous parler de ce bilan, ils vont évoquer les élites plutôt. C'est ça que j'appelle le pouvoir rentier. Personne ne va vous dire que dans le Grand Nord, vous avez 1,5 million d'enfants qui suivent, qui prennent des coups étant assis à même le sol. C'est ça leur bilan. Et c'est de ça qu'ils ne parlent jamais. Ils vont vous parler d'une opération de substitution. Ceux-là sont partis. Nous pouvons promouvoir, bien nous allons donner plus de responsabilités à d'autres élites pour continuer à spolier, à piller une population qui est déjà à bout de souffle. Ça, je voudrais déjà évacuer. Maintenant, tu parlais aussi du caractère difficile de faire. Pourquoi est-ce que c'est si difficile même de remanier? Parce que le ministre l'a dit, et nous le disons ici tout le temps, des camps s'affrontent. Et ces camps ont d'autres intérêts que le bien-être. Moi, j'essaie d'être factuel parce que je suis journaliste avant tout. Oui. Donc, quand vous vous rendez compte, par exemple, qu'au Cameroun, il y a ce déficit en carburant que nous connaissons tous, qui plombe l'économie et qu'on n'arrive pas depuis 40 ans à construire une raffinerie. Nous sommes producteurs de pétrole. On ne fait pas de raffinerie. Et vous voyez ce qu'ils sont en train de vouloir faire à Kribi, une raffinerie modulable où on va stocker le pétrole qu'on va acheter ailleurs. Et on refuse de faire une raffinerie au Cameroun pour transformer notre pétrole. Et on importe du pétrole tous les ans, au moins à 1500 milliards, ce qui grève la balance commerciale du pays. Donc, on importe le pétrole. Pourquoi? Il faut que les Camerounais le sachent. C'est parce que c'est des poches de corruption. C'est des gens qui ont des passe-droits pour acheter le pétrole et le revendre au Cameroun. C'est pour ça qu'on refuse de raffiner le pétrole ici au Cameroun. Et ça, il faut mettre fin à ça. Il faut dire, voilà des problèmes cruciaux. Et ces gens, ils ne feront pas de remaniement. Ils vont pas, parce qu'ils sont plutôt en train de préparer l'après-bia, de fourbir les âmes, d'emmagasiner, d'où des tentatives de détournement de projets comme ce qu'on voit à Kribi avec cette réserve pétrolière en construction. Donc, moi, je suis très sceptique pour ce qui concerne un gouvernement dans l'immédiat parce que, la situation politique fait en sorte qu'il y a les forces s'affrontent, s'entrechoquent, je l'ai dit précédemment, et de deux, ce n'est pas de leur intérêt de changer les choses, parce que de toutes les façons, ce n'est pas le service public qui les intéresse. Oui, rapidement, je commence par l'article 10.2 de la Constitution pour balayer d'un revers la main ce que le maire Carlos Ngoualem a dit.
Bon, 10.2, il a refusé de lire, je lis. Le président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre, aux autres membres du gouvernement et à certains hauts responsables de l'administration de l'État dans le cadre de leurs attributions respectives. Je peux lire d'autres articles de cette constitution, s'il te plaît. Je t'ai pas. On dit bien déléguer certains de ses pouvoirs. Les attributions du Premier ministre, c'est d'animer la coordination gouvernementale. Donc le président de la République peut décider que mon pouvoir de nomination pour ce cas, je le délègue à mon Premier ministre et c'est ce qui a été fait. Je voudrais dire, quand j'écoute François Xavier, je voudrais dire qu'en réalité, ceux qui sont observateurs de la scène politique au Cameroun, les grands donneurs de leçons, ils ont toutes les belles idées. C'est qu'ils vont dire non, ça on doit faire comme ça, on doit faire comme ça. Il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne se trompent jamais. Mais ceux qui agissent, et comme le gouvernement est obligé de temps en temps de se tromper. Quand on est en situation de responsabilité, on pose des actes. Il peut arriver que certains actes soient considérés comme manqués, d'autres un peu de succès et ainsi de suite. Donc c'est normal qu'on nous reproche un certain nombre de choses, mais donner le sentiment que sur les cas pétrole, tout ça, où les gens sont venus s'enrichir, c'est une fable qui passe sur le marché. Non, c'est pas une fable. S'il te plaît. C'est pas une fable. Je t'ai posé un problème concret. Non, s'il te plaît. Tu as parlé tout à l'heure. Et s'il te plaît, un autre élément de la démocratie camerounaise, c'est que supporter aussi d'entendre ce qui ne vous plaît pas. Tu as parlé, je t'ai écouté. On n'a pas de raffinerie. C'est un autre débat. Ces gens-là, pour l'organiser, on viendra le faire ici. Mais je dis que c'est trop facile de venir s'asseoir et de dire tel ne fait pas ci, tel ne fait pas ça, quand on est sur son confort de sa chaise privée. Je voudrais poursuivre en disant que les alliances politiques se font et se défont. Ces gens-là, sur ce plateau, je vous ai dit, et ne soyez pas surpris que les ministres Bello et Chiroma, ou l'un des deux, reviennent au gouvernement après les élections, parce que nous, on va gagner ces élections. Ça, je vous le dis. Contrairement à ce que vous pensez, j'entends les gens nous dire, oh, on va parler de RDPC et autres. On va gagner cette élection, et je vous dis... Donc, vous nous avez fait comprendre qu'il n'y aura pas de remaniement avant l'élection. Ces gens-là, si j'étais le président Biya, à qui les Camerounais ont donné la responsabilité, je répondrais à cette question. Et je dis que la Constitution... Là, vous êtes le président Biya pour dire que c'est après. Je conjecture. La Constitution du pays donne les pouvoirs au président de poser un certain nombre d'actes par rapport à l'administration. Le président peut décider que... Vous dites que le ministre Chiroma va revenir. Je n'ai pas dit qu'il va revenir. Je dis ne soyez pas surpris. Parce que les alliances politiques, ces gens-là, elles se font, elles se défont. Au moment où elles se font, vous n'êtes pas au courant. Quand elles se défont, vous voyez. Mais quand elles se nouent encore et qu'elles apparaissent, donc vous n'avez demandé que ça s'est passé comment? De propos à propos du ministre Chiroma. Non, ces gens-là... Il peut revenir. Bien entendu. Et ces gens-là, vous ne pouvez pas me dire que je n'ai pas à tenir ce genre de propos sur le ministre Chiroma. Quand vous entendez ce que le ministre Chiroma lui-même, pour sa crédibilité au sein de l'opposition, dit contre le président Biya, je voulais déjà dire que ce qui me plaît dans ce jeu, qui est en train de se jouer, c'est que aujourd'hui, le leader de l'opposition s'appelle Bello Bouba Maïgari. C'est ça qui me plaît. Et du coup, c'est un autre débat. On n'est pas là pour ça. Laissez-moi faire cette débat. Il a pas d'autres débats. Laissez-moi faire. Ce débat me plaît. Ce débat me plaît. Parce qu'il vous embarrasse. Non, tu ne peux pas me couper. Tu as parlé plus que moi, tu ne peux pas me couper. Je dis que le leadership de l'opposition a changé et ça me plaît. Non, ça me plaît beaucoup parce que je vois certains de nos amis, il a parlé de, c'est l'APC, être très mal à l'aise et je vous dis que le ministre Bello, on n'a pas fabriqué un chef de l'opposition, on le découvre tous. On le découvre tous. Le ministre Bello a déclaré sa candidature, ses militants lui ont dit va à l'élection. Le ministre Chiroma, c'est pareil. Je le vois dans une tentative de manipulation de nous dire que vraiment il faut qu'il rejoigne les forces de l'opposition. Il est déjà la principale force de l'opposition. Il n'a aucune autre force de l'opposition à rejoindre. La situation est différente parce qu'il y a un ras-le-bol. Il y a les populations. Le ras-le-bol dont vous parlez, vous nous proposez la camelote parce que celui qui est censé mettre fin, selon vous, à ce ras-le-bol, lui-même il était dedans. Il est différent en quoi de Bello Bouba et de Merci. Pour le mouvement 10 millions de nordistes, qui est un mouvement associatif créé par piloté par c'est du clientélisme. Oui. C'est du clientélisme politique. Qui porte une aspiration profonde pour le changement. Ces deux leaders aujourd'hui, il est difficile qu'ils se sentent de cette mouvance de changement. Moi, je voudrais quand même dire que c'est quand même ridicule de penser que après une élection présidentielle à laquelle Bello Bouba va participer, il va revenir au gouvernement. Ah, vous n'en savez. La politique, moi, je pense que les alliances politiques se font après les élections législatives et locales. Et non après une élection présidentielle où vous avez croisé le fer. Donc moi, je crois qu'il faut éviter... faire attention. Il faut éviter je peux vous donner des exemples. Aujourd'hui, mondialement, je vous donne des exemples. Aujourd'hui, le Bello et Chiroma ont pris conscience
de ce que le pays est Thierry bloqué. m'avait déjà pris conscience une fois. Ils ont pris conscience de ce qu'il faut que le ministre Thierry m'avait déjà pris conscience une fois. Et c'est pour ça après la perdu conscience, il est revenu au gouvernement. Merci cher monsieur. Merci Dylan. Merci M. Ngolem. Merci Yves, bienvenue à Bama. Merci à vous également François Xavier. Voilà madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro Equinox Soir. Prochain rendez-vous demain 19h.